Mes chers collègues, bien le bonjour à toutes et tous à nouveau. On s'est quitté juste pour la pause déjeuner. Je salue bien sûr notre rapporteur. L'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de loi visant à calculer la retraite de base des non-salariés agricoles en fonction de leurs seules 25 meilleures années de revenus, dont le groupe Les Républicains a demandé l'inscription à l'ordre du jour des séances qui lui seront réservées le jeudi 1er décembre. Je passe donc tout de suite la parole à Julien Dive, à qui je souhaite bien sûr la bienvenue dans notre très belle commission. Merci Madame la Présidente, merci de m'accueillir dans cette commission des affaires sociales le temps de l'examen de cette proposition de loi. Je voudrais commencer mon propos par aussi remercier Antoine Papalia, l'administrateur de l'Assemblée nationale, qui m'a accompagné tout le temps de ces travaux et qui m'accompagnera jusqu'à la semaine prochaine pour l'examen en séance. Madame la Présidente, mes chers collègues, 580 € bruts. Ce montant correspond à l'écart de pension constaté chaque mois entre un agriculteur retraité et un salarié à la retraite. Avec une pension moyenne de 800 € par mois, les agriculteurs retraités touchent ainsi chaque année en moyenne près de 7 000 € de moins que les retraités du régime général. C'est un terrible aveu d'échec de notre système d'assurance vieillesse, lequel ne parvient manifestement pas à garantir un niveau de vie digne à nos agriculteurs à la retraite. Le constat est connu et il est ancien. Parmi les facteurs expliquant la faiblesse du niveau des pensions agricoles figure le fait que le calcul des droits à la retraite des agriculteurs se fonde encore aujourd'hui sur l'ensemble de leur carrière. C'est une différence majeure avec les anciens salariés et les indépendants qui bénéficient de pensions de retraite dont le montant est calculé en fonction de leurs 25 meilleures années de revenus. Malgré l'engagement réitéré de la profession, le sujet d'un alignement des règles de calcul des retraites agricoles sur la base des 25 meilleures années a été laissé en friche et sa mise en œuvre n'a cessé d'être repoussée de réforme des retraites en réforme des retraites. 10 ans après le dernier rapport sur le sujet, la présente proposition de loi proposée par les députés Les Républicains de leur niche parlementaire entend remédier à une injustice qui n'a que trop duré. Créé en 1952, le régime de retraite des non-salariés agricoles s'est historiquement construit en marge du régime général de la sécurité sociale, ce qui explique qu'il présente d'importantes différences avec les régimes alignés. D'une part, il est organisé sur la base d'une architecture originale à 2 étages. Une partie forfaitaire, l'assurance vieillesse individuelle, ce qu'on appelle l'AVI, qui est indépendante du revenu, et une partie proportionnelle, l'assurance vieillesse agricole, ce qu'on appelle l'AVA, dont le montant dépend des cotisations versées par l'agriculteur tout au long de sa carrière. D'autre part, la retraite des agriculteurs n'est pas calculée par l'application d'un taux à un revenu annuel moyen, contrairement aux retraites des régimes alignés. L'assurance vieillesse agricole fonctionne en effet sur la base d'un régime à points que les agriculteurs acquièrent en contrepartie des cotisations qu'ils versent tout au long de leur carrière. Lors du départ à la retraite, le montant de la retraite proportionnelle d'un agriculteur est calculé en multipliant le nombre de points acquis par la valeur du service du point, qui évolue chaque année. Malgré ces différences, le régime agricole comporte des paramètres directement ancrés sur ceux applicables au régime aligné. Qu'il s'agisse des conditions d'âge légal de départ ou de durée d'assurance en passant par l'indexation du montant des retraites sur l'inflation. Ces éléments traduisent la volonté de faire converger partiellement les règles en vigueur dans les régimes alignés avec celles applicables au régime des non-salariés agricoles. Pourtant, force est de constater que les gouvernements successifs n'ont eu de cesse de repousser la demande pourtant légitime des exploitants agricoles de voir le calcul de leur retraite fondé sur les seules meilleures années de leur carrière. Cette situation est regrettable, tant la réforme proposée est susceptible de remédier à certains des problèmes structurels du régime. Premièrement, le calcul sur les 25 meilleures années a pour objectif de limiter l'impact sur les droits à la retraite de la forte variabilité des revenus agricoles. Les revenus agricoles varient fortement d'une année sur l'autre, en raison des fluctuations des prix, des aléas climatiques qui pèsent sur les récoltes et des aléas épisodiques qui pèsent sur les cheptels. À titre d'exemple, les revenus ont chuté de 6% en 2020. Ils avaient baissé de 2,3% en 2019, après une forte hausse en 2017 et 2018. Cette volatilité est très marquée dans la culture des vignes et des céréales, deux secteurs touchés par des conditions climatiques particulièrement défavorables ces dernières années. En ne prenant en compte que les meilleures années d'activité,
La réforme proposée permet ainsi de mettre un terme à ce qui constitue aujourd'hui une véritable double peine pour les agriculteurs, à savoir une baisse de revenus à court terme qui se traduit par une retraite plus faible à long terme. Deuxièmement, le passage aux 25 meilleures années répond à un objectif d'équité entre assurés sociaux. Il est en effet injuste que l'application d'une règle qui bénéficie à la quasi-totalité des retraités de ce pays soit refusée aux agriculteurs qui cumulent déjà les difficultés tout au long de leur carrière. Ainsi, les agriculteurs sont les actifs qui travaillent le plus avec 54 heures par semaine contre 45 heures pour les commerçants et 37 heures en moyenne pour l'ensemble des actifs. Parmi les agriculteurs, les éleveurs ont une charge de travail particulièrement lourde puisqu'ils déclarent travailler 61 heures par semaine sans parler du temps d'astreinte. En effet, avec 2800 heures par an, le temps d'astreinte par exploitation d'élevage est presque 2 fois supérieur à la durée légale du travail du fait de tâches qui ne peuvent être différées. De plus, 9 agriculteurs sur 10 travaillent le week-end et les 2 tiers d'entre eux ne partent pas plus de 3 jours consécutifs par an en congé. S'ajoute à ces conditions de travail particulièrement contraignantes une situation financière souvent peu enviable par rapport aux autres non-salariés. Selon l'INSEE, le revenu mensuel moyen des producteurs agricoles était de 1 640 € par mois en 2020, quand il était de 3 620 € pour les autres non-salariés. Troisièmement, et comme l'ont rappelé les différentes personnes que j'ai auditionnées, l'enjeu du passage au calcul des retraites agricoles sur les 25 meilleures années n'est pas sans lien avec celui du renforcement de l'attractivité du métier d'agriculteur. En effet, un agriculteur sur 2 est censé partir en retraite d'ici 2030 et se pose une vraie problématique de renouvellement des générations et d'installation. Malgré toutes les contraintes inhérentes au métier agricole, de plus en plus d'actifs, qu'ils soient salariés ou autres, font le choix courageux d'entamer une reconversion professionnelle pour devenir agriculteurs. Or, à l'heure actuelle, ces personnes passent d'un régime d'assurance vieillesse qui leur garantit la seule prise en compte de leurs meilleures années à un régime dont le montant des pensions est calculé sur l'ensemble de la carrière. Dans cette perspective, le passage au calcul des retraites agricoles sur la base des 25 meilleures années est un levier permettant d'encourager ces reconversions et de renforcer l'attractivité des professions agricoles. Enfin, cette réforme s'insère dans une réflexion sur une contributivité accrue du régime permettant d'introduire une plus grande proportionnalité entre les droits à pension et les cotisations. Dans le régime actuel, le barème d'acquisition de points a pour conséquence qu'un agriculteur dont le revenu annuel est de 15 600 € valide 30 points dans le régime, soit autant qu'un agriculteur dont le revenu est de 8 400 €. Pourtant, le premier verse 2 670 € de cotisation, tandis que le second ne contribue qu'à hauteur de 1 430 €. L'existence de ce palier à 30 points atténue sensiblement la contributivité du régime et les auditions que j'ai menées ont permis de mettre en lumière le fait que de nombreux agriculteurs préféraient recourir à des pratiques de défiscalisation et d'optimisation plutôt que de cotiser à perte. La mise en œuvre d'une plus forte progressivité dans le barème des points acquis permettrait donc d'accroître les incitations à verser des cotisations, ce qui conduirait les agriculteurs dont le revenu est plus élevé à contribuer davantage à la solidarité du système. Publié en mars 2012, le dernier rapport de l'IGAS sur le sujet mettait toutefois en garde contre les effets de bord non maîtrisés que pouvait induire la réforme du passage aux 25 meilleures années, en particulier pour les petites retraites agricoles. Je précise que ce sujet avait été abordé lors de la réforme des retraites de 2010, puis confirmé par des ministres de l'Agriculture successifs, le dernier en date, Stéphane Le Foll, en 2015. Force est de constater que plus de 10 ans après, les conclusions de ce rapport doivent être entièrement réévaluées à l'aune des évolutions intervenues tant dans les régimes alignés que dans le régime des non-salariés agricoles. Le rapport que j'ai rédigé présente avec plus de détails les subtilités techniques qui justifient mes propos. Aussi, je me contenterai ici de rappeler quelques points essentiels. Premièrement, le rapport de l'IGAS de 2012 se fondait sur des hypothèses qui excédaient largement le champ de la réforme du passage aux 25 meilleures années, en particulier concernant l'architecture du régime. Je veux ici l'affirmer clairement pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. La présente proposition de loi n'entend pas remettre en question l'architecture duale du régime de retraite que j'ai évoqué tout à l'heure, ni le principe du régime à points, qui présente des avantages auxquels la profession est attachée. Aussi, la prise en compte des 25 meilleures années devra se faire dans des conditions qui garantissent un gain maximal pour les agriculteurs. Deuxièmement, même à considérer que certaines hypothèses du rapport devaient être retenues, je parle bien sûr du rapport de l'IGAS, notamment en matière d'alignement des règles de validation de trimestre en vigueur dans le régime général. Ces conclusions me semblent devoir être entièrement réévaluées à l'aune des changements récents de la législation. Je pense en particulier aux avancées décisives votées dans le cadre des 2 lois Chassaigne,
lesquelles ont considérablement renforcé le caractère protecteur des minima de pensions agricoles. Parce que les raisons qui justifient le bien fondé de cette réforme sont nombreuses et que les obstacles à la mise en œuvre nous paraissent levés, nous vous proposons donc, à travers l'article 1er de cette proposition de loi, d'acter la mise en œuvre d'un passage aux 25 meilleures années pour le calcul de la retraite des non-salariés agricoles. Lors des auditions, les acteurs de la filière ont exprimé un large consensus sur la nécessité de mettre en œuvre cette mesure. Bien que paramétrique en apparence, elle requiert des évolutions juridiques et techniques redoutables que la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole s'est dite prête à mener. Ne manque aujourd'hui que la volonté politique. C'est cette volonté que votre rapporteur et le groupe Les Républicains entendent affirmer à travers la présente proposition de loi. Nous la devons à nos agriculteurs qui n'ont pas que trop attendu. Pour toutes les raisons évoquées précédemment, il apparaît donc particulièrement nécessaire et impérieux de l'adopter pour pouvoir entamer sa mise en application aussi vite que possible. Je vous remercie. Merci bien, monsieur le rapporteur. Nous allons passer à présent aux orateurs de groupe et je passe tout de suite la parole à monsieur Didier Legac pour le groupe Renaissance, pour 2 minutes. Bien, merci Madame la Présidente. Alors, autant le dire tout de suite, notre groupe ne votera pas cette PPL et votera contre. C'est vrai que comme beaucoup de PPL, et on est habitué dans ces niches, cette PPL est également très séduisante, mais il faut le dire d'emblée, elle n'est pas applicable, monsieur le rapporteur, et il faut le dire à ceux qui nous écoutent, et en particulier, en premier lieu, aux agriculteurs, à qui je ne veux pas, nous ne voulons pas, dans notre groupe, faire croire ou laisser penser que demain, après le vote de cette PPL, la retraite agricole sera calculée sur les 25 meilleures années. Cela n'est pas vrai, et cette PPL, demain, n'aura aucun effet. 2 raisons à cela. La première, cette PPL, d'abord, il faut le dire, est inconstitutionnelle. Elle renvoie son application à un décret. Or, s'agissant de nouveaux droits, il faut une loi. Il faut une loi et non pas un décret. Cela relève de l'incompétence négative. Le Parlement ne peut pas renvoyer à un décret une telle réforme. Cela doit passer par une loi en vertu de l'article 34 de la Constitution. Ensuite, cette PPL n'aura pas d'effet car elle est inopérante. La MSA, que l'on connaît bien tous dans nos territoires, je suis issu d'un département très rural, le Finistère, la MSA est dans l'incapacité technique de reconstituer les 25 meilleures années des carrières des agriculteurs. Je vous passe sur les détails techniques, à la fois sur le salaire forfaitaire, sur les points, sur les moyennes triennales qui étaient calculées, mais la MSA ne peut pas calculer les 25 meilleures années, donc elle est inopérante. Ça, ce sont les 2 raisons principales. Mais par ailleurs, il y en a d'autres. Je voudrais vous le dire, qu'elle n'est pas présentée de manière très sincère. Je le dis, bon, passons sur le fait que vous écrivez que dans votre exposé préalable, que nous refusons d'aborder les souffrances du monde agricole. C'est quand même un peu excessif, mais surtout, vous indiquez que les revalorisations précédentes votées dans les lois Chassaigne ne concernent pas les retraités actuels. C'est faux, monsieur le rapporteur. Ce n'est pas vrai, il ne faut pas le dire. Au 1er janvier 2022, ce sont 338 600 agriculteurs qui ont pu bénéficier de la revalorisation de la loi Chassaigne, dont c'était justement l'objectif de pouvoir prendre en compte le stock, excusez-moi ce vilain mot, mais les agriculteurs actuels qui, eux, pourront bénéficier actuellement. Enfin, elle n'est pas consensuelle, je termine là-dessus, tous les syndicats ne sont pas d'accord, et surtout le rapport IGAS de 2012 sur le sujet indique clairement que le passage aux 25 meilleures années, si tant est que c'était possible, profite surtout aux seules carrières ascendantes et aux pensions les plus élevées. Des simulations ont été faites. Donc pour toutes ces raisons, nous voterons contre. Merci. Merci bien. La parole est à monsieur Serge Muller pour le Rassemblement national pour 2 minutes 32. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Cette proposition de loi, nous y sommes favorables. Au Rassemblement national, nous avons toujours souhaité que les agriculteurs puissent bénéficier d'un niveau de vie décent tout au long de leur carrière, et d'autant plus lors de leur passage à la retraite. Nous avons donc déposé un amendement dans le PLFSS visant également à calculer la retraite des non-salariés agricoles sur leurs 25 meilleures années de revenus. Cette réforme est primordiale et nous sommes très heureux qu'elle soit à l'ordre du jour. Nous y sommes favorables puisque, en plus de nourrir les Français et de participer à notre souveraineté alimentaire, les agriculteurs connaissent une activité dont ils ne sont pas toujours maîtres. Ils sont soumis aux lois des marchés financiers et des aléas climatiques. Nous y sommes favorables car nos agriculteurs connaissent un régime profondément injuste. En effet, la retraite des indépendants se calcule sur les 25 meilleures années et celle des fonctionnaires sur leurs 6 derniers mois, quand celle des agriculteurs est calculée sur la totalité de leur carrière.
Calculer leur retraite sur leurs meilleures années de revenus leur permettrait donc de passer à la trappe des années difficiles, de gel, de sécheresse, de grêle, mais aussi de démarrage dans la vie active, car il est très rare que de jeunes agriculteurs soient rentables dans les premières années d'activité. Cela se ressent dans les chiffres. Les anciens non-salariés agricoles perçoivent une pension de 1 150 € brut mensuels, quand la moyenne nationale dépasse 1 500 € brut. À l'heure où nous allons avoir besoin de nouveaux agriculteurs pour assurer la relève dans les 10 prochaines années, je vois mal comment des jeunes pourraient se lancer dans un métier aussi difficile et dont la retraite est à peine au-dessus du seuil de pauvreté. Cette réforme est donc essentielle pour assurer la survie de l'agriculture française. Je vous remercie. Merci bien. La parole est à monsieur Adrien Clouet pour la France Insoumise NUPES. Merci Madame la Présidente. Les récentes et à venir attaques gouvernementales contre les régimes de retraite plaident évidemment pour la démarche qui est adoptée dans cette proposition de loi, à savoir des tentatives d'harmonisation par le haut et d'élévation des pensions de retraite. À cet égard, il nous semble que le texte fixe un cap politique qui est positif et qui attire effectivement notre vote en sa faveur. Donc je romps ici le suspense. Par ailleurs, à l'intérieur de cette proposition, il nous semble que plusieurs éléments qui ne sont pas abordés jusqu'à présent viennent renforcer la démarche politique que vous nous proposez, notamment car elle souligne une série de contradictions qui enserrent l'activité agricole contemporaine. On le sait, depuis 50 ans, le système de production agricole fonctionne de la manière suivante. Il réduit les revenus des agriculteurs pour réduire le prix des caddies et ainsi assurer l'élévation du pouvoir d'achat du monde salarié durant les 30 Glorieuses. C'est ce troc général qui a permis à notre société, des années 60 aux années 2010, de survivre sur le dos des revenus agricoles. Par ailleurs, une fois ce principe de pouvoir d'achat fixé, qui vient plaider pour une revalorisation des montants de retraite comme vous le proposez, il nous semble que cette proposition apporte aussi une réponse sur l'angle du dérèglement climatique, puisque le fait d'organiser les calculs de pension sur les dernières années soumet les agriculteurs au dérèglement climatique dans la mesure où il soumet leurs revenus ultérieurs à des risques, à des aléas météorologiques, à des sécheresses, à différents types de crises ou d'épisodes imprévisibles qui viendraient heurter les récoltes, les revenus et donc derrière la capacité contributive, puisqu'on ne peut pas produire de manière constante, on ne peut pas non plus exiger une contribution qui soit elle-même constante sur l'ensemble de la vie professionnelle des agriculteurs. Bref, il s'agit ici d'atténuer les effets des catastrophes climatiques futures qui pourraient venir détruire ou abîmer les rendements et donc la capacité des agriculteurs concernés de contribuer à leur propre régime. Enfin, cette proposition de loi, évidemment, reste tributaire de pratiques qui ont lieu aujourd'hui, notamment celles des grandes surfaces dont les, disons, pratiques de négociation, parfois à caractère injuste ou inéquitable, viennent plumer l'ensemble des producteurs et des vendeurs du secteur agricole qui, évidemment, reçoivent au moment de leur départ en retraite les frais des concessions qu'ils ont bien voulu opérer durant toute leur existence et durant toute leur activité professionnelle. Pour toutes ces raisons, nous sommes d'accord avec l'objectif général du texte. Nous sommes évidemment favorables à un travail sur les quelques éléments juridiques qui ont pu être soulevés auparavant, mais puisqu'il va dans la bonne direction, nous voterons pour. Merci bien. La parole est à Madame Isabelle Valentin pour Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Les retraites agricoles sont un vrai sujet dont nous discutons déjà depuis de nombreuses années et je remercie bien entendu mon collègue Julien Dive de cette PPL de bon sens tant attendue par le monde agricole. Le calcul des retraites agricoles est basé sur l'intégralité de la carrière, ce qui est un non-sens. Tant on sait combien l'agriculture est soumise à de nombreux aléas. La sécheresse, la salmonellose, la grêle et j'en passe. À ceci se rajoutent les années d'aide familiale qui comptent pour 0, ainsi que la première année d'installation qui compte aussi pour 0. Donnons aujourd'hui la capacité d'offrir des perspectives favorables pour les jeunes agriculteurs qui s'installent. La question du renouvellement des générations en agriculture est primordiale, puisqu'on le sait tous, 50% des actifs agricoles feront valoir leur droit à la retraite dans les 10 prochaines années. À l'heure où la souveraineté alimentaire devient une priorité, comment pallier ce déficit annoncé si le métier n'attire plus et s'il n'est pas suffisamment récompensé à sa juste valeur? Je ne suis pas étonnée d'entendre les arguments de la majorité, puisque en 2008, le gouvernement avait bloqué une proposition de loi qui visait à porter la retraite à 85% du SMIC minimum, au motif que cette revalorisation serait discutée lors de la prochaine réforme des retraites
qui n'est toujours pas intervenu. Il y a urgence, arrêtons de nous cacher derrière cette réforme qui n'avance pas. Fort heureusement, les lois dites Chassaigne 1 et 2 ont été un premier pas pour nos agriculteurs. En refusant d'aborder les souffrances du monde agricole de manière globale, le gouvernement renforce au sein de notre société les incompréhensions et les fractures à la source de l'agribashing. En refusant d'aborder les souffrances du monde agricole, le gouvernement met en jeu la souveraineté alimentaire de notre pays. Cette proposition de loi de mon collègue Julien Dive sera un pas supplémentaire vers la reconnaissance du monde agricole et le respect de ceux qui nous nourrissent. Une retraite agricole décente est une impérieuse nécessité car elle intervient après une longue vie de labeur. Les problèmes de technicité dont vous nous avez parlé, chers collègues, ne nous concernent pas. Nous sommes là pour voter la loi. Et je suis outrée d'entendre que la MSA n'est pas capable aujourd'hui de retracer une carrière complète alors qu'elle en a tous les éléments. Merci bien, Madame la députée. Monsieur Nicolas Turquois pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je suis vraiment embêté avec cette proposition de loi. Je vais m'exprimer. Je pense que si, pour les anciens députés, on demandait quels sont les sujets d'intérêt de Monsieur Turquois, on pourrait dire l'agriculture et la retraite. Et là, on est au cœur de ce sujet. Et en plus, je suis favorable pour les 25 meilleures années. Mais la façon dont vous procédez, Monsieur le rapporteur, me déplaît. Enfin, je trouve que c'est... On n'avance pas en matière de travail parlementaire parce que vous n'évoquez pas les conditions dans lesquelles ça peut se faire. Et là, on va créer de l'attente, exactement comme la PPL Chassaigne, où j'ai eu plus de personnes qui sont venues me voir pour qui ne l'ont pas eu, parce qu'ils étaient au-delà des critères, que ceux qui m'ont remercié pour l'avoir eu. Là, sur les 25 ans, il faut, et je le dis à Mme Valentin, il faut reconstituer la carrière. Jusqu'en 1990, les agriculteurs, ils ne sont pas en retraite, on est calculé sur des bases forfaitaires. Il n'y a pas de revenus. Il y a une équivalence surface et UGB, nombre d'animaux. Donc on n'a pas de revenus. À partir de 1990, on a des points. On a des points qui ne sont pas proportionnels aux revenus. On a 0 revenu, on a 23 points. On a moins de 8 000 € de revenus, on a 30 points. Enfin, on a de 23 à 30 points. De 8 000 à 16 000 € de revenus, on a 30 points. On cotise 2 fois plus, entre 8 et 16 000, mais on a 30 points. Entre 16 000 et le plafond du SMIC, on passe de 30 à 113 points. Pourquoi 113? J'en sais rien, mais on passe à 113 points. Et au-delà, on cotise dans le vide. Aujourd'hui, on va voir la MSA. Elle nous dit on a la mémoire des points, on n'a pas la mémoire des revenus. La mémoire des revenus, ils l'ont depuis 8 ans, depuis 2014. On est incapable de reconstituer la carrière des agriculteurs. Donc, comment reconstituer les 25 meilleures années quand on n'a pas la carrière? Je vous invite vraiment à voir ça. On va envoyer l'image à nos collègues agriculteurs qu'on va faire les 25 meilleures années. J'y suis profondément favorable. Mais il faut une évolution profonde. Il va falloir des dispositifs juridiques profonds pour les changer. J'aurais voulu qu'on évoque ça. J'aurais voulu qu'on évoque le taux de cotisation, qui n'est pas le même. On est à 7% à peu près d'écart. Comment on le fait? Et donc, c'est une fois qu'on aurait fait ça, j'y suis favorable, je vais le réaborder dans la réforme des retraites qui s'annonce. J'y tiens à cœur. Mais ne faisons pas, là on fait une PPL d'appel. On aurait pu faire une PPL d'appel pour que les poules aient des dents, ce serait le même effet. Donc ne votons pas ça, abstenons. On peut être favorable à l'image. J'y suis favorable. Abandonner les 15 meilleures années, les 15 moins bonnes années dans le calcul a du sens, puisqu'en agriculture, c'est extrêmement variable. Madame Valentin, vous avez persuadé. Très bien. On partage le fond, je ne partage pas la forme de cette PPL. Monsieur le député, j'avais dit 2 minutes 32, on a déjà un petit peu dépassé. Monsieur Joël Aviragnet pour le groupe socialiste et apparenté NUPES. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Alors la proposition de loi que notre commission examine ce matin vise à mettre fin à une injustice criante, on est tous d'accord. En effet, les non-salariés agricoles ont un mode de calcul de leur retraite de base profondément injuste, on l'a dit. Ces exploitants agricoles, aides familiaux et collaborateurs voient leur retraite calculée sur l'ensemble de leur carrière. Pour les fonctionnaires, c'est sur les 6 derniers mois. Pour le régime général, les artisans et les commerçants, c'est sur les 25 meilleures années. Calquer le mode de calcul des retraites des salariés non agricoles sur le régime de base est une mesure de bon sens. Aujourd'hui, leurs pensions de retraite moyenne sont de 1 150 € brut contre 1 500 pour la moyenne globale. La loi Chassaigne a cependant permis une avancée non négligeable pour les retraites de ceux qui nourrissent et font vivre notre pays. Elle a ainsi garanti un niveau minimum de pension à 1 035 €, soit 85% du SMIC net agricole.
Alors, je tiens une nouvelle fois à remercier mes collègues communistes pour cette loi. Et si la proposition que nous examinons va dans le bon sens, elle est toutefois perfectible. Là aussi, on l'a constaté. Tout d'abord, car le dispositif législatif prévu à l'article 1 n'est pas impératif mais incantatoire. Il ne faut pas se fixer comme objectif d'étendre aux non-salariés agricoles le mode de calcul du régime de base, mais le réaliser, avec toutes les difficultés qu'on a soulevées. Je me questionne aussi sur la date retenue d'entrée en vigueur de cette modification. Pourquoi avoir choisi 2024 et non 2023 ? Enfin, les non-salariés agricoles souffrent de revenus incroyablement bas, compte tenu de leur importance pour la nation. Sans une augmentation conséquente de leurs revenus d'activité, leurs pensions de retraite resteront à un niveau très bas. Il faudrait donc agir à la source en augmentant les revenus agricoles afin d'augmenter mécaniquement le montant des pensions de retraite des non-salariés agricoles. Alors, malgré ces pistes d'amélioration, le groupe socialiste et apparenté soutiendra cette proposition de loi, car nous préférons toujours un petit progrès que le statu quo. Merci. Merci bien, monsieur le député. Monsieur Paul Christophe pour le groupe Horizon et apparenté. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, le constat est partagé. Tous les chiffres nous l'indiquent. Les travailleurs du monde agricole sont en moyenne plus précaires que le reste des Français pendant leur retraite. Lors de la précédente législature, de nouvelles avancées ont pu avoir lieu. Depuis 2021, la loi leur garantit notamment un niveau minimum de pension à 1 035 €, soit 85% du SMIC net agricole. Pour autant, malgré ces progrès récents, le niveau de pension de retraite moyen reste très inférieur à la moyenne nationale. Aussi, la retraite des non-salariés agricoles est calculée sur toute la durée de la vie professionnelle, vous l'avez rappelé, quand les salariés du régime général et les indépendants, eux, voient le calcul de leurs droits s'effectuer sur les 25 meilleures années de leur carrière. Votre proposition de loi ambitionne donc de corriger cette différence. Assurer notre souveraineté alimentaire et assurer l'avenir du système agricole doit passer par le regain d'attractivité au métier d'agriculteur, qui souffre d'une baisse récurrente des effectifs ces dernières années. Il faut donner à nos agriculteurs une valorisation à la hauteur des enjeux auxquels ils consacrent leur vie professionnelle, l'alimentation de leurs concitoyens. Redonner de l'attractivité passe aussi par un système de retraite plus juste, vous l'avez ciblé. Nous partageons ainsi l'initiative d'augmenter les pensions de retraite agricoles et à une réforme de son mode de calcul. Cependant, cette proposition de loi que nous propose le groupe Les Républicains n'a pas été soumise à une mesure de son impact et nous en sommes conscients, elle est perfectible dans sa rédaction. Nous appelons de nos vœux que les discussions à venir viennent apporter des réponses afin de sécuriser un dispositif efficace pour consensuellement améliorer la retraite de nos agriculteurs qui méritent toute notre attention dans le prolongement de nos travaux initiés par notre collègue André Chassaigne. Bien. Madame Marie-Charlotte Garin pour le groupe écologiste NUPES. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La proposition de loi que nous étudions ici s'inscrit dans l'actualité brûlante de réforme de système des retraites à laquelle les écologistes seront particulièrement attentifs. Dans le cas présenté dans cette proposition de loi, nous devons reconnaître que l'idée de faire converger le calcul des retraites des exploitants agricoles vers ceux des salariés et des indépendants va dans le bon sens. Aujourd'hui, les retraités du secteur agricole font partie des plus précaires de notre pays. Les retraités anciens chefs d'exploitation touchent, complémentaires comprises, en moyenne 878 € par mois pour une carrière complète. Cependant, moins de 30% des anciens chefs d'exploitation justifient une carrière complète et moins de la moitié bénéficient d'une complémentaire. Le montant moyen des pensions, toute durée de carrière confondue, est de 759 € par mois. Les conjoints et conjointes des agriculteurs, également considérés comme des salariés non agricoles, sont pour l'essentiel des femmes. Aussi, en 2019, elles touchaient en moyenne 601 € par mois pour une carrière complète et en moyenne 492 € par mois, toute durée de carrière confondue. Dans un contexte de grande souffrance du secteur, de perte d'attractivité pour ces métiers si essentiels et de mal-être pour les salariés, il est urgent de mettre en place toutes les mesures possibles pour rendre ces emplois et les retraites qui en découlent plus sécurisants. Cette proposition de loi, en soumettant l'idée de calculer la retraite de base des non-salariés agricoles en fonction de leurs seules 25 meilleures années de revenus, est intéressante et marquerait un premier pas. Nous soulevons tout de même un point d'alerte, car aligner les modes de calcul relève d'une opération complexe. Aujourd'hui, une partie de la pension des non-salariés agricoles dépend d'un système à points et d'assiettes forfaitaires, où 25 meilleures années ne veut pas dire 25 meilleures rémunérations. Il sera donc important d'être vigilant et vigilante quant aux éventuels effets de bord des nouvelles modalités de calcul qui seront proposées. Cette alerte prise en compte, nous soutiendrons cette mesure. Je vous remercie. Très bien. Monsieur Yannick Monet pour la gauche démocrate et républicaine NUPES. Merci Madame la Présidente.
D'abord, c'est une très bonne chose qu'on s'intéresse au monde agricole et qu'on s'intéresse aux retraites du monde agricole. Néanmoins, j'aurais 2 remarques et 2 questions à formuler avant tout positionnement du groupe GDR. La première remarque, c'est qu'on regrette que ce soit une PPL d'appel qui énonce des principes, effectivement, mais néanmoins qui n'anticipe pas les conséquences de telles propositions, puisque inévitablement, votre proposition aura des conséquences différentes selon les agriculteurs. Et je pense qu'il aurait été pertinent, j'y reviendrai tout à l'heure, il aurait été pertinent de l'évaluer. La deuxième chose, c'est que c'est vraiment dommage de dessaisir le législateur d'un tel sujet, et il nous paraît fondamental que le législateur garde la main sur la question de la protection sociale des agriculteurs plutôt que de renvoyer un décret. Alors, 2 questions. Sur le calcul des 25 meilleures années, ce qui apparaît séduisant, la conséquence, ça peut être quoi, par exemple? Ça peut être qu'aujourd'hui, ce sont les exploitations dynamiques qui bénéficient le plus de la retraite, c'est-à-dire celles qui grossissent, celles qui augmentent leur chiffre d'affaires. On a aussi beaucoup d'exploitations qui ont une évolution beaucoup plus linéaire. Et donc, si on garde la même assiette de cotisation, tout le monde cotisera plus, mais ceux qui ont une exploitation beaucoup plus dynamique, donc qui grossissent, en bénéficieront plus. Et ça, c'est un point d'attention et on aimerait avoir des réponses sur cette conséquence de la réforme. La deuxième chose, et la dernière, il faut que je me dépêche, c'est que, bon, on a bien compris, c'est une proposition de la FNSEA qui était reprise. Enfin, moi, je l'ai lu dans les différentes productions et je n'ai pas de problème avec la FNSEA. Est-ce que vous avez pris la peine de consulter les autres syndicats agricoles et quelle est la position des autres syndicats agricoles qui nous ont alertés sur les dangers, enfin, sur les conséquences potentiellement néfastes d'une telle mesure? Je vous remercie. Merci bien. Nous allons passer donc aux questions, si vous le voulez bien, monsieur le rapporteur. Madame Charlotte Parmentier-Lecocq. Oui, merci Madame la Présidente. C'est pas tant une question qu'une réflexion, une réaction. Parce que d'abord, je voudrais redire que nous sommes tous ici sur ces bancs, mais vraiment tous. Et d'ailleurs, la mobilisation qu'il y a eu autour des PPL Chassaigne le prouve, mobilisés pour améliorer les retraites de nos agriculteurs. Personne ne peut faire un faux procès, comme c'est un petit peu fait dans l'exposé des motifs de cette proposition de loi. Comme l'ont dit précédemment certains de nos collègues, il y a vraiment un manque de sincérité sur le fond dans ce qui est exposé dans cette proposition de loi, parce qu'effectivement, on va faire croire aux retraités que demain, ils auront une amélioration, ce qui est faux pour toutes les raisons qui ont été évoquées. La proposition de loi n'est pas en l'état opérante. La MSA dit elle-même qu'elle n'a pas les données pour pouvoir répondre à ce problème. Donc même si on a envie, moi je rejoins ce qu'a dit notre collègue Turquois, d'aller vers cet objectif, on ne peut pas le faire. Donc on va voter un texte, ou certains vont voter un texte qui est avec une sincérité fausse, puisque de toute façon, il ne peut pas aboutir sur l'objectif qui est visé. Et en plus, comme ça a été dit également, vous dites qu'il y a l'unanimité des syndicats agricoles. C'est pas vrai. Vous dites que les retraités actuels n'ont pas été valorisés. Ça n'est pas vrai non plus. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont avancées. Vous ne vérifiez même pas non plus s'il peut y avoir des perdants dans l'histoire. Donc, c'est autant de raisons, je trouve, qui doivent nous amener à nous prononcer contre clairement cette proposition de loi et à avancer dans le cadre de la future réforme des retraites qui arrive. Dans quelques semaines, elle arrive, pour faire les choses proprement, correctement, par respect pour nos agriculteurs. Très bien. Monsieur Philippe Vigier. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Naturellement, on est devant une PPL d'appel. Mais moi, j'ai en souvenir que c'était passé pour la PPL Chassaigne. Et plus de 12 ans que j'entendais dans l'hémicycle qu'il fallait qu'on trouve des solutions. Et on sait que la maturation et le mûrissement d'un texte, quel qu'il soit, surtout lorsqu'il est d'origine parlementaire, parce que même lorsqu'on a voté un texte ici, il faut qu'il aille dans l'autre maison pour qu'il devienne opérationnel. Donc moi, je vois dans cette PPL d'appel, d'ailleurs à un moment, monsieur le rapporteur, vous écrivez, il faut que la nation se mobilise pour trouver les voies et les moyens, pour faire en sorte qu'on apporte à nos agriculteurs une retraite décente avec ce calcul des 25 dernières années. D'ailleurs, je souscris à ce qu'a dit très bien mon collègue Nicolas Turquois, très, très bon connaisseur. Mais moi, je voterai votre dispositif pour une raison simple. Cette raison, c'est qu'on aura un rendez-vous, chers collègues, je dis sur tous les bancs. Si je peux terminer, collègue Charpentier-Lecocq, nous aurons un rendez-vous sur tous les bancs au printemps prochain, l'année prochaine, sur lesquels on doit régler, me semble-t-il, un certain nombre de questions sur les retraites. Et bien justement, en faisant en sorte que ce sujet, on ne l'élude pas, me semble-t-il, c'est le moyen aussi pour qu'il fasse partie des discussions que nous devrons avoir ensemble.
Voilà, moi aussi, j'ai auditionné quelques syndicats, donc il faut aller plus loin. Techniquement, tout cela n'est pas abouti. Je partage l'idée telle qu'elle a été développée par les collègues, mais quand on ne donne pas d'objectif, on n'arrive à rien. Excusez-moi, c'est peut-être les tempes un peu blanches qui font ça. Hein, sur la désertification médicale, on est au 4e texte, on sait où on en est. Donc je crois qu'il faut à un moment dire ce sujet, il faut le traiter, comme on l'avait fait pour cette PPL Chassaigne, parce que aussi il appartient à l'initiative parlementaire de la mûrir. J'entends tous les arguments techniques, et je crois qu'en plus Nicolas Turquois, qui est excellentissime en la matière, l'a rappelé à chacun. Donc, naturellement, il y a un travail aval très fort, mais faisons en sorte que cette idée avance, et on a un rendez-vous début d'année. Donc j'imagine que ceux qui déposent ce texte aujourd'hui auront à cœur que la réforme des retraites aboutisse, puisqu'elle est attendue par tous. Et moi, je le souhaite de façon la plus transpartisane possible. Merci bien. Monsieur Pierre Dharréville. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais, après avoir salué le travail accompli par Julien Dive en tant que rapporteur, saluer évidemment aussi celui qui avait été accompli précédemment par André Chassaigne et rappeler à notre commission qu'il avait cherché à obtenir les avancées qui soient les meilleures possibles, mais il l'a fait dans le cadre qui, pour partie, lui a été aussi imposé. Et que donc, s'il avait voulu produire la réforme Chassaigne en toutes lettres, peut-être qu'elle n'aurait pas été exactement celle-là. Enfin, cette avancée, elle a été conquise et elle est effectivement à mettre à son crédit, au crédit aussi d'autres collègues qui se sont mobilisés à leur façon pour essayer d'obtenir ces avancées pour le monde agricole. Il y a beaucoup à faire et je pense qu'on ne peut pas traiter cette question-là sans poser aussi la question du travail, comme pour l'ensemble des retraites d'ailleurs. La question du travail et de la rémunération du travail, et en l'occurrence des prix rémunérateurs. Si on ne traite pas cette question-là, la question des retraites agricoles, finalement, reviendra sur la table en permanence. Donc, je pense on ne peut pas faire l'économie de cela. Et il me semble pour autant positif de mettre dans le paysage, comme vient de l'indiquer Philippe Vigier, cette nécessité de continuer à avancer sur la question des retraites agricoles. Je crois que ça montre aussi que nous avons besoin de garantir un véritable droit à la retraite, cette préoccupation que vous avez, chers collègues. Et je suis un peu peiné de vous voir vous déchirer entre la droite républicaine et la droite Renaissance. Mais même si je redoute finalement qu'au bout du compte, vous finissiez par vous mettre d'accord. Et que ça se fasse sur le dos des retraités et des futurs retraités à travers la réforme qui se profile. Très bien. Monsieur Pierre Morel à l'huissier. Oui, merci Madame la Présidente. Merci de m'accueillir dans cette commission pour un sujet important, les pensions de retraite des agriculteurs. Des avancées ont été permises avec 2 lois Chassaigne, mais il y a encore de grandes marges de progression. Les difficultés que rencontrent nos agriculteurs tout au long de leur carrière au moment de la retraite participent à la désaffection pour le métier. Avec ce texte, vous remettez sur la table une question qui s'est posée plusieurs fois, l'alignement du calcul de la retraite de base des non-salariés agricoles sur le régime général. C'est une question légitime quand on sait que les agriculteurs sont les derniers à calculer la retraite sur la totalité de leur carrière, alors même qu'ils ont été concernés par des mouvements de convergence sur d'autres aspects comme l'allongement de la durée d'assurance de référence de 2003. Le groupe LUOT est favorable à faire reposer le calcul de la retraite sur la base des 25 meilleures années, notamment afin de prémunir les agriculteurs contre les mauvaises années, surtout dans un contexte de dérèglement climatique et de crise géopolitique. Mais cette convergence doit se faire à une condition, qu'elle réduise la faiblesse des pensions de retraite et ne remette pas en cause la solidarité du système, ce qui implique qu'elle s'accompagne de garanties protectrices. Nous avons en tête les points de vigilance du rapport de l'IGAS de 2012 à l'égard des potentiels perdants, et notamment ceux ayant des faibles pensions. Peut-être que ce rapport devait effectivement être actualisé comme le propose le rapporteur. Notre groupe soutient cette réflexion, bien que conscient qu'elle aurait sa place dans une réforme plus vaste des retraites, plus particulièrement compte tenu de l'ampleur du chantier, car cela implique de revoir les taux, les assiettes de cotisation, d'aller vers une plus grande contributivité du régime et de régler la question des polypensionnés. Merci de votre attention. Merci bien. La parole est à Madame Josiane Corneloup. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Les agriculteurs restent aujourd'hui encore les parents pauvres de notre système d'assurance vieillesse. Parmi les principaux régimes, le régime des non-salariés agricoles est celui qui verse les retraites les plus faibles.
Un agriculteur qui avait travaillé toute sa vie et validé l'ensemble de ses droits à la retraite ne touchait fin 2020 qu'une retraite de 880 € par mois, quand un retraité du régime général dans la même situation bénéficiait d'une retraite de 1 810 €, soit un écart de 930 € en défaveur des agriculteurs. Le passage au calcul sur les 25 meilleures années répond donc à des enjeux d'équité et d'attractivité. La lutte contre la précarité des agriculteurs et la reconnaissance de leur vie de labeur grâce à une retraite décente est indispensable, d'autant plus que nous invoquons sans cesse la nécessaire souveraineté alimentaire de notre pays. Nous avions à 2 reprises en 2021 voté les lois Chassaigne 1 et 2 pour la revalorisation des pensions de retraite des agriculteurs à 85% du SMIC et la reconnaissance des aidants familiaux et conjoints collaborateurs. Nous devons aujourd'hui, grâce à cette proposition de loi, aller plus loin avec le calcul de la retraite de base des non-salariés agricoles en fonction de leurs seules 25 meilleures années de revenus. J'ai entendu toutes les problématiques évoquées quant à la technicité et la complexité relative à l'application de cette proposition de loi. Il me semble qu'elle ne saurait être des raisons valables pour ne pas la voter. Ne manquons pas alors à notre devoir de courage et de volonté politique. Merci. Merci bien. Monsieur François Gernigon. Micro. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. On est, je pense, tous d'accord pour dire qu'il y a un effort à faire important concernant la retraite de nos agriculteurs. Je pense qu'il faut aller au bout vraiment du sujet et au bout du raisonnement. Il y a aussi le statut du conjoint qui est aussi à regarder. Et je pense qu'au-delà de tout ce qui a été dit par les différents intervenants, c'est vraiment un regard global sur le régime de retraite des agriculteurs qui devra être vu dans la future réforme de la retraite, tout régime confondu. Mais on sera tous attentifs ici, c'est sûr, par rapport au sujet qui a été évoqué là en séance, pour dire que l'agriculture, la retraite des agriculteurs devra forcément être revue en profondeur dans la future loi sur la retraite. Très bien, monsieur le député. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci à tous pour vos réactions, commentaires, positions et questions. Je voudrais commencer par dire, à l'écoute des prises de position des uns des autres, que les propos les plus virulents ne sont pas tenus par ceux dont on entend parfois, à qui on attribue cette caricature, et ça a le don de me surprendre et de m'étonner. Et je voudrais commencer par répondre à ma collègue Charlotte Parmentier-Lecocq, qui me taxe d'insincérité. Je suis désolé, chers collègues, mais depuis 6 ans, je travaille, vous pouvez demander à votre collègue Turquois, puisqu'il sait, j'ai travaillé avec lui sur ces sujets-là, les enjeux agricoles. En mars 2017, vous n'étiez pas député, j'étais dans l'hémicycle, j'ai voté la loi Chassaigne, j'ai contribué à ce qu'elle soit adoptée. Non, vous n'y étiez pas. En mars 2017, vous n'y étiez pas. Elle a été bloquée par la suite. Pardon, mais messieurs, mesdames, messieurs, elle n'était pas. Vous n'étiez pas. Elle a été adoptée. Nous l'avions adoptée. Elle est partie au Sénat. Elle a été bloquée. C'est la vérité. C'est juste de l'histoire. Je suis désolé. Reprenez juste cette historique-là, mais c'est pas très grave. En avril 2018, je défendais une proposition de loi sur les heures supplémentaires défiscalisées. Vous avez rejeté cette proposition de loi à l'époque pour l'adopter et la mettre en place quelques mois plus tard. S'il y a bien quelqu'un à taxer d'insincérité, c'est pas moi, c'est pas votre rapporteur. Donc sur le sujet de cette proposition, oui, c'est peut-être hors sujet, mais ça montre juste que sur les attaques sur l'insincérité, je vais vous dire, chers collègues, on peut en faire à tout le monde si vous voulez jouer à ce jeu-là, et je suis pas sûr que ça fasse avancer le débat. Je rappelle juste que cette proposition de loi, ça a été écrit, ça a été indiqué. C'est une proposition de loi qui permet d'ancrer un enjeu. Cet enjeu, c'est de pouvoir mettre un cap sur les retraites des agriculteurs qui, aujourd'hui, ne sont pas calculées sur les 25 meilleures années, mais sur l'ensemble de la carrière. C'est d'abord là l'enjeu. Et l'enjeu, il est aussi, au travers de cette mesure-là, de pouvoir rétablir de l'équité dans un premier temps, de pouvoir atténuer les variations des revenus, puisque on sait aujourd'hui, et vous le savez bien, qu'il y a une forte volatilité des revenus des agriculteurs, de pouvoir renforcer l'attractivité de la profession, je l'ai dit dans mon propos liminaire tout à l'heure, et aussi de pouvoir améliorer la contribution. Parce que lorsque vous regardez la part de contribution, notamment de la partie qui concerne la partie proportionnelle, et notamment le système des points, entre 8 500 € et 15 600 € de revenus, vous avez une contribution plus forte selon ce que vous ayez plus, et vous enregistrez le même nombre de points. Et il est là le vrai problème.
Ça ne fait pas partie de la réforme, ça fait partie des sujets connexes qu'on souhaite aborder au travers de cette réforme. Évidemment, ce sont des aspects techniques qui ont été abordés cet après-midi dans les débats que vous avez pu avoir. Ce sont des aspects techniques qu'on a pu aborder aussi lors des auditions. Ce sont des aspects techniques qu'il faudra prendre à bras-le-corps. Je l'entends bien. Ça tombe bien. On entend aussi que le gouvernement... Je ne comprends pas ce que vous dites, chers collègues. Si vous voulez, vous pouvez poser une question. Ce sont des sujets qu'il faudra sans doute aborder avec la réforme des retraites, puisqu'on a bien compris qu'il y aurait une réforme des retraites. Mais je suis désolé, hein. Cette réforme des retraites qu'on nous évoque, elle ne parle à aucun moment des retraites des agriculteurs. Donc si on peut aujourd'hui fixer un cap, si on peut aujourd'hui fixer une volonté, eh bien ce ne sera que de bon augure pour la suite. C'est surtout comme ça qu'il faut le voir. Maintenant, sur les différents points qui ont pu être apportés, les critiques qui ont pu être apportées, sur la reconstitution de la carrière, il est faux de dire que la MSA ne peut pas reconstituer la carrière. Il y a effectivement un historique de 8 ans pour les revenus qui permettent de calculer le nombre de points. Il est effectivement à 8 ans, c'est la MSA qui nous l'a dit la semaine dernière, mais la MSA a l'historique de l'ensemble des points sur l'intégralité de la carrière. Et j'ai tenu à le préciser dans mon rapport, à le dire dans mon propos liminaire, et je le réaffirmerai. Il n'est pas question, à mon sens, mais sauf à me prouver le contraire techniquement, de toucher à l'esprit dual du système de retraite des agriculteurs, qui repose sur finalement une partie forfaitaire et une partie proportionnelle qui semble assez pertinente. Sur la non-constitutionnalité de cette proposition de loi, c'est un argument fallacieux, puisque, je rappelle, on est sur une proposition de loi qui est... pardon ? S'il vous plaît, on écoute le rapporteur. Mais je ne vous entends pas. Si vous voulez prendre la parole, chers collègues, prenez la parole. C'est vous qui avez la parole, monsieur le rapporteur. Sur cet aspect-là, il est tout à fait, je rappelle, ça fixe un cap, ça fixe une date d'entrée, une date de début. À aucun moment, c'est anticonstitutionnel, puisque les mesures techniques renvoient à du réglementaire. Elles renvoient à du réglementaire, je veux vous préciser. C'est notamment la partie qui concerne la règle des 25 meilleures années. C'est l'article LR 351-29 du Code de sécurité sociale, notamment. La partie qui concerne les différents paramètres revient aussi du réglementaire, notamment sur ce qui concerne les régimes à points. Donc en fait, l'argument de dire que ce n'est pas constitutionnel est totalement inapproprié. Mais je comprends, il fallait en trouver un certain nombre de points. Il y a un collègue qui m'a interrogé sur la date d'entrée en vigueur 2023. En fait, 2023, c'est vraiment très court. Il faut aussi permettre à la MSA de pouvoir faire coordonner à la fois ces systèmes d'information pour reprendre en compte les calculs de la retraite. Je vais vous faire même une confidence. Lors des auditions avec la MSA, qui n'a jamais dit qu'elle n'était opposée à cette mesure, bien au contraire, il y avait des députés qui étaient présents lors des auditions, ils pourraient le dire, ils étaient favorables à l'alignement sur les 25 meilleures années. La MSA l'a clairement dit. Par contre, la date de 2023, la date même du 1er janvier 2024 est probablement courte pour eux. Il leur faudrait en réalité plutôt travailler sur un début d'entrée en vigueur au 1er janvier 2025 ou 2026, selon ce qu'il y ait des monopensionnés ou des polypensionnés, pour leur permettre de mettre en vigueur cette réforme. Vous me posiez aussi la question, chers collègues, des syndicats. Oui, les syndicats ont été auditionnés. L'audition s'est menée la semaine dernière et les commissaires de cette commission des affaires sociales étaient invités à assister à cette audition. La confédération, la coordination rurale et la FNSEA ont répondu présent. Et l'un comme l'autre ont exprimé un avis favorable à la mise en application de cette mesure. Que ce soit la MSA, que ce soit la FNSEA, que ce soit la coordination rurale. La Confédération paysanne n'a pas donné suite à l'audition pour la semaine passée. J'ai peut-être passé certains points, mais je voudrais quand même rappeler un argument qui était aussi opposé sur la partie des revenus aisés, des agriculteurs aisés. J'aimerais juste qu'on me dise, qu'on me définisse ce qu'est un agriculteur aisé. Qu'est-ce qu'un agriculteur aisé ? Le rapport AMGAR, auquel il est fait référence par plusieurs collègues, montrait que 64% des agriculteurs étaient gagnants dans le cas d'un passage aux 25 meilleures années, par rapport au régime actuel. Selon les données qui ont été recueillies auprès de la MSA, 30% des agriculteurs ont un revenu supérieur à 20 000 euros par an, soit 1 800 SMIC horaires, soit 1 660 euros par mois. 24% ont un revenu compris entre 8 800 euros et 20 000 euros. On ne peut pas particulièrement conclure qu'ils soient tous aisés. Par ailleurs, si cette réforme
qui s'accompagne, comme je le propose, une modification du barème d'acquisition de points, puisqu'il a été aussi demandé par la FNSEA et par les agriculteurs qu'ils étaient prêts justement à contribuer davantage, elle sera susceptible de faire davantage contribuer les agriculteurs selon ce qu'ils aient les revenus plus importants. Et je le redis, l'objectif est vraiment de casser ce palier entre 8 500 et 15 600 euros de revenus qui aujourd'hui amènent les exploitants à faire de la défiscalisation, à faire de l'optimisation, plutôt que participer et contribuer justement au système redistributif de ce régime de retraite. Donc vraiment, l'objectif de pousser les 25 meilleures années doit aussi s'accompagner quelque part d'une refonte du calcul des retraites. J'ai peut-être oublié certaines questions, certaines interrogations. Pardonnez-moi et n'hésitez pas à me relancer. Je pense avoir quand même fait un certain tour des points que vous m'aviez évoqués, et je vous remercie. Vous avez fini, monsieur le rapporteur. Il n'y a pas d'autres questions, me demande monsieur le rapporteur. Oui, monsieur. Si, mais peut-être que vous ne pouvez pas répondre à la question. D'abord, la loi Chassaigne, elle est passée parce qu'il n'y a pas eu de posture du départ. Il y a eu beaucoup d'écoute, beaucoup de discussions. Et je trouve que les remarques qui sont faites, qu'on soit pour, qu'on soit contre, sont plutôt intéressantes et permettent d'enrichir un texte. Il ne faut pas être dans une posture fermée, parce que si André Chassaigne avait été dans cette posture à la loi 1, on n'en parlerait pas aujourd'hui. C'était sur le caractère des 25 meilleures années avec le risque. Je n'ai pas parlé d'agriculteurs riches ou pauvres, ou avec des gros revenus, parce qu'en plus, leur revenu dans le monde agricole, c'est quelque chose de très particulier à calculer. J'ai juste évoqué l'idée que ça pouvait favoriser les exploitations qui sont dans une évolution dynamique, c'est-à-dire qui grossissent, qui augmentent leur chiffre d'affaires régulièrement. Et là, avec la même assiette de cotisation, donc que tout le monde cotise, il faudrait une augmentation des cotisations de toute façon. Enfin, à moins qu'on fasse appel à la solidarité nationale, ou qu'on élargisse l'assiette, mais je ne sais pas trop à qui, il y aura une augmentation des cotisations. Le risque, c'est que ça ne profite qu'à ceux qui sont dans une dynamique de progression, d'agrandissement, 110, 150 hectares, 200 hectares, où les chiffres d'affaires augmentent. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui, toute leur carrière, sont dans une dynamique linéaire. J'ai employé ce terme. Donc, est-ce que ça, vous l'avez anticipé? Est-ce que vous l'avez évalué? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a interrogé? Merci bien, monsieur le député. Attendez, monsieur le rapporteur, j'ai une autre petite question, vous voyez. Monsieur Nicolas Turquois. Et après, je vous passe la parole. Oui. Bon, d'abord, je confirme ce qu'a dit le rapporteur. J'étais à l'audition où il y avait la MSA, et d'un point de vue technique, mais il y avait quand même des modalités. D'un point de vue technique, ils ont évoqué le fait que, à minima, c'était 1er janvier 2025 ou 2026, suivant pensionné, monopensionné. Et je confirme, par la voix de son président, que la réflexion les intéressait. Pour autant, ils ont aussi évoqué un certain nombre de difficultés. Vous évoquez, et vous l'avez redit, depuis 8 ans, on a l'historique des revenus. Et donc là, il n'y avait pas de sujet. Mais avant, ils n'ont que l'historique des points. Et on voit que, par exemple, pour le palier de 30 points, le palier de 30 points peut être lié à une cotisation autour de 8 000 euros, c'est-à-dire l'équivalent de 400 SMIC horaires, ou autour de 16 000 euros, l'équivalent de 800 SMIC horaires. Donc, pour un effort contributif différent, il y a un même nombre de points. Donc, comment on identifie les 25 meilleures années dans ce contexte-là? C'est-à-dire, vous avez 30 points, tout un tas d'années, dans une fourchette de revenus. Est-ce qu'on lui met une valeur, on recalcule une valeur moyenne de revenus, puisqu'on n'a pas l'historique des revenus, ou est-ce qu'on se dit, eh ben, les 25 meilleures années, c'est les 25 années où vous avez le plus de points? Et donc, on va faire un nouveau régime par point avec des caractéristiques particulières, et ça doit passer par la loi. Ça, ce n'est pas du cadre du réglementaire. Donc là, il y a un vrai sujet, et moi, j'aurais aimé, et je ne veux pas qu'il y ait de quiproquo sur mon expression par rapport à votre travail, monsieur le rapporteur. Je connais votre engagement, je vois le sens vers lequel il faut aller, mais j'aurais aimé un certain nombre, dans votre proposition de loi, de pistes sur lesquelles on peut travailler. Parce qu'on a un système extrêmement complexe de 3 niveaux de régime de retraite différents. Comment on le transforme en un régime pour les 25 meilleures années? Très bien, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur Turquois.
C'est clairement écrit dans le rapport. Moi, je suis pour la position, et je le redis, de la partie duale avec le système forfaitaire et proportionnel, qui me semble aujourd'hui le plus approprié, qui est plutôt même d'ailleurs accepté, qui correspond davantage aux aspirations de la profession et même aux aspirations de la MSA. Néanmoins, sur ce que vous évoquez concernant les points, la partie par points ne repasse pas par la loi, puisque c'est du cadre réglementaire. Donc le fait de retravailler le régime par points, c'est du cadre purement réglementaire. On n'a pas à redéfinir ce cadre-là, sauf à vouloir le modifier, mais ça c'est une autre réforme qui aurait peut-être eu cours il y a quelques années en arrière, dans le cadre d'un élargissement du nombre de points à l'ensemble des cotisants en France, que vous évoquiez d'ailleurs lors des auditions qu'on a pu mener ensemble. Néanmoins, j'entends votre question sur les 25 meilleures années et le fait qu'on a un historique de 8 ans plus une partie à reconstituer. Je rappelle aussi que dans la logique qui est celle d'une entrée en vigueur en 24, en 25 ou en 26, selon ce qui semble être le plus pertinent, même si initialement ma logique était 24, et je suis à l'écoute de ce que disent les professionnels, et la MSA nous parle plutôt de 26 pour des questions techniques, et moi je m'y plie. Je pense aussi que cette entrée en vigueur doit se faire de manière progressive. Je l'ai écrit dans le rapport. Ce n'est pas l'objet de la loi, mais c'est de manière progressive, c'est-à-dire d'avoir une rentrée progressive des 43 meilleures années vers, l'intégralité de la carrière, vers 37, 35, ainsi de suite, jusqu'à 25 en 2030. Pourquoi 2030 ? Parce que 2030, c'est un horizon qui aujourd'hui est assez clair pour l'ensemble de la profession. C'est celui qui indique qu'il y aura une part entre 40 et 50% d'agriculteurs qui partiront en retraite. C'est celui aussi qui montre qu'on a en 2030 une perte de 200 000 retraités par rapport à aujourd'hui, selon les statistiques du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, et une part de cotisants qui baisse moins. En fait, on voit d'ailleurs même une convergence de la part des cotisants et des retraités. Donc 2030 semble être la bonne année. Maintenant, s'il faut reprendre ce calcul au-delà de ces 8 années, tout en partant du principe qu'en 2030, on aura déjà aussi 10 années de plus sur ces 8 années. Donc on sera plutôt autour de 18 ans. À titre personnel, je pense que la meilleure opération semble être une moyenne, ce qui va être compliqué de reconstituer, semble être une moyenne que vous évoquez. C'est ce qui me semble être le plus pertinent. Maintenant, encore une fois, si cette moyenne que j'évoque là à l'instant n'est pas celle qui est le plus profitable, mais au contraire, simplement se baser sur les points tels qu'ils sont aujourd'hui, qui profitent davantage aux retraités, je l'assume. J'ai dit, je l'ai écrit. Ce qui compte, c'est que ce soit la meilleure mesure qui n'affaiblisse pas le revenu des agriculteurs. Monsieur Aviragné, Meunier aussi. Ah oui, les simulations. En fait, on a demandé, excusez-moi, on a demandé les simulations à la fois à la MSA, au ministère, et on n'a pas aujourd'hui encore des simulations qui nous ont été promises pour la séance. Voilà. Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner ces éléments-là, ils nous ont été promis pour la séance de la part de la MSA. Très bien, merci monsieur le rapporteur. Donc, je mets aux voix, mes chers collègues, l'article 1er qui est pour. Je vous remercie. Qui est contre? Ok, on va recommencer l'élection. Le vote, pardon, pas l'élection. Qui est pour? Excusez-moi. Qui est contre? Ne m'oubliez pas. Il est rejeté. Je mets aux voix l'article 2 qui est pour. Même avis, même vote? Oui. L'article 2 est donc rejeté.
Eh bien, l'ensemble des articles ayant été rejetés, il n'y a plus de proposition de loi. Je remercie Monsieur le rapporteur pour sa présence et puis pour la qualité de son travail et de ce débat. Et je vous retrouve, mes chers collègues, demain à 8h45. Nous examinerons au titre de l'article 88 les amendements aux propositions de loi renvoyés à notre commission qui seront examinés demain dans le cadre des séances réservées au groupe de la France insoumise. Je vous remercie.